Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo sur De Gaulle et mai 68. Donc elle peut se regarder indépendamment des autres. Je rappelle quand même la structure, à savoir que je tire ceci de mon compte rendu de lecture des dossiers de la CIA sur la France écrit par Vincent Nouzil et des archives secrètes déclassifiées américaines qu'il a rapportées dans cet ouvrage. Donc la partie sur De Gaulle s'organise en pas mal de chapitres. 2 sont consacrés à la présidence de De Gaulle sous celle de Dwight Eisenhower aux États-Unis, un sous Kennedy, un plutôt une problématique intérieure française et affaires algériennes, 5 durant celle de Lyndon Johnson aux États-Unis, dont là tout de suite nous allons voir le dernier chapitre et les 2 derniers sous celle de Nixon et le départ de De Gaulle. Et donc là nous allons voir le chapitre consacré à mai 68, le dernier, celui en parallèle avec la présidence de Lyndon Johnson. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'ouvrage de Vincent Nouzil? Bien déjà, le général tremble, tant mieux, d'après les archives secrètes américaines, qui d'ailleurs au passage nous disent, et c'est une chose qui m'a assez surpris à la lecture de ces passages, j'avais longuement entendu, sans aller être cherché de près, des thèses sur lesquelles les États-Unis avaient au moins peut-être un peu provoqué mai 68 à certains niveaux, peut-être payé quelques agents. En tout cas, dans les archives que Vincent Nouzil a eues sous les yeux, d'après lui, il n'y a rien là-dessus. En tout cas, vous allez voir. Les services américains semblent n'avoir rien vu. Aux yeux d'Ernst Goldstein, conseiller spécial de Johnson, les Français ne sont pas prêts de s'opposer à leur gouvernement. Pour le moment, ils ont perdu le goût pour l'action politique. Ça, c'est un mémo de février 68. On a aussi, qui est reçu à Washington le 22 mars, Valéry Giscard d'Estaing, qui explique donc à ses interlocuteurs américains, vous savez qu'on a maintenant pas mal de documents qui montrent qu'il avait beaucoup de liens avec eux, que le désir de changement existe en France, mais qu'il ne voit pas venir de crise politique dans un avenir immédiat. Encore des gens qui sont prophètes. Bien sûr, les Américains, quand ils voient le mouvement ouvrir, ils l'accueillent par contre à bras ouverts. L'ambassadeur Shriver ordonne à ses équipes d'aller au contact de ce mouvement et ouvre sa résidence aux étudiants, qui vont le considérer comme une espèce de quartier général où ils vont très régulièrement aller. Le centre culturel américain rue du Dragon passe son temps à prendre le pouls du mouvement. Là aussi, pareil, on leur dit bienvenue au centre culturel rue du Dragon. Mais les Américains le vivent aussi avec inquiétude, ce mouvement, parce qu'ils ont peur tout de même que l'anarchie soit le prélude au communisme et au soviétique. Vous savez que c'est toujours un enjeu de peur très profond, que la France bascule dans le communisme. Et les Américains, même si De Gaulle est quelqu'un qu'ils détestent sur beaucoup de niveaux, qu'ils ne voient pas venir et qui s'oppose à leur hégémonie, ça les insupporte au plus possible. Malgré tout, ils sont heureux d'avoir quelqu'un qui stabilise la politique intérieure en France et qui stabilise ce pays, absolument nécessaire à leur alliance contre le bloc soviétique. Donc bon, ils n'ont pas non plus envie que tout ça parte dans l'anarchie. En ce qui concerne la façon de tenir la politique intérieure en France, ils sont satisfaits de De Gaulle. Ils espionnent donc en ce sens et sont rapidement rassurés. Leur constat est rapidement établi. Contrairement aux craintes du gouvernement français, ils ne croient pas à une récupération du mouvement par les communistes. L'ambassadeur Shriver livre cette analyse rassurante le 19 mai au département d'État. Selon lui, le Parti communiste français a été surpris et presque secoué par les événements des 2 dernières semaines. Autrefois, partisan des manifestations de masse, le parti semble s'être converti aux procédures politiques classiques d'une opposition responsable. Le Parti communiste français coopère activement avec le gouvernement pour maintenir l'ordre dans les rues et les usines. Donc on a carrément un PCF qui se fait presque l'auxiliaire du gouvernement en termes de maintien de l'ordre. Les Américains sont-ils tout de même derrière le mai 68 étudiant? Ou est-ce que, vous savez que les Américains, c'est simpliste de dire les Américains. Il y a de nombreux services, il y a de nombreux agents. Je vous ai déjà montré à quel point les ingérences américaines dans le monde sont vastes et celles en France sont multiples. Est-ce que la CIA, ou certains agents, ou certaines officines, le Pentagone, à travers certains de ses représentants, certaines de ses branches, la Maison Blanche, la NSA ou d'autres agences de renseignement, les services diplomatiques américains, ou alors des agences pour des multinationales basées aux États-Unis qui sont en fait des tentacules de cet empire. Les États-Unis, c'est un conglomérat extraordinairement vaste et qui n'est pas toujours du tout sur la même longueur d'onde et dans le même axe. Donc, est-ce que certaines forces émanant de cet empire peuvent avoir été derrière le mai 68 étudiant? Une rumeur en parle dès l'époque. Mais aucun document, trouvé en tout cas par Nouzil, ne semble aller dans ce sens. Mais il y a quand même eu une discussion ouverte à ce sujet à l'époque que Nouzil nous livre. Le 6 juin, entre un officiel de l'ambassade américaine et le député gaulliste Alain Terrenoir.
Donc ce député, il confie que les allégations, qu'il juge fausses, quant à lui, proviennent de l'entourage du Premier ministre, où l'on a laissé entendre que la CIA avait versé des fonds en dollars à l'UNEF, donc mouvement étudiant, pour financer des manifestations et causer du tort au gouvernement. Une allégation que le diplomate américain dément formellement, jugeant surprenant que des officiels français, ayant toute leur tête, croient que le gouvernement américain puisse financer des organisations appelant à la chute du gouvernement français et à son remplacement par un régime au mieux communiste, au pire anarchiste. Donc là, on a, évidemment, le député gaulliste se fait l'écho très prudent en disant « moi j'y crois pas trop, enfin il y a des bruits, voilà, c'est une façon de tâter le terrain très diplomatiquement tranquille. » Et en face, l'américain dit « mais comment vous pouvez penser qu'on est Saint-Esprit en pensant vous remplacer par des communistes ou des anarchistes ?» Comme s'il était fatal que tout changement de pouvoir gaulliste ou tout changement de ce régime qu'il considère comme stable soit fatalement dans une direction communiste ou anarchiste. Rien de plus dans l'ouvrage de Vincent Nouzil, rien non plus sur l'idée que le principal objet du mouvement étudiant ne soit pas le gouvernement français à court terme et dans sa stabilisation comme étant quelque chose de positif aux États-Unis, en tout cas la plupart de ses forces et le gouvernement, mais la transformation de la société française à moyen terme, comme, si vous voulez, ce qui a été beaucoup commenté par la suite, une mise en place de libération de mœurs utile et servant le libéralisme économique. Peut-être, en tout cas le livre n'en dit rien, que des forces économiques, des entreprises, des multinationales, aient peut-être vu d'un bon œil, de leur intérêt direct, que la rupture avec une France traditionnellement portée sur des valeurs plutôt traditionnelles, comme étant bien pour leurs affaires. Si vous voulez, d'un point de vue très, très cynique et très financier, que la cassure entre le rôle symbolique de l'homme et de la femme fasse que les femmes sont employables, donc finalement on pourra extorquer leur plus-value. De même que si jamais il faut casser les rôles traditionnels symboliques en termes d'hommes et de femmes comme un couple, voilà, peut-être que du coup on prendra plus de jupes à des hommes si jamais ceux-ci se mettent à vouloir s'habiller comme des femmes. Vous voyez, des choses très pratico-pratiques d'un point de vue d'entreprise, de multinationales. Donc, y a-t-il là un intérêt derrière? C'est des choses qui ont été beaucoup commentées par la suite. Je me contenterai ici de vous dire qu'en tout cas on ne trouve rien en ce sens dans l'œuvre de Vincent Nouzil. En attendant, ces événements semblent déstabiliser De Gaulle au premier abord, qui fait un discours peu convaincant le 24 mai, avec l'annonce d'un référendum, et puis son départ, en l'absence d'un oui massif à ce référendum. Le ressenti à l'époque, c'est que De Gaulle perd pied, déstabilisé par ce mouvement qu'il ne comprend pas bien, sur lequel il ne sait pas bien réagir, qui est complexe. Il y a le mai 68 étudiant, le mai 68 ouvrier, il y a d'un côté des revendications sociales, d'un autre des revendications sociétales, des revendications liées à la société en elle-même. Donc tout ça, on pourrait se dire que De Gaulle perd pied un peu. Les analyses des services américains mettent un De Gaulle quasiment vaincu d'avance par ce mouvement et ils surestiment la virulence de l'opposition. Ils donnent des consignes de silence à leur service dans le pays afin d'éviter tout soupçon d'influence. Ils sont tellement prudents, les documents que Vincent Nouzil nous rapporte, c'est que ils sont en mode, écoutez, stop à toute ingérence sur place. Ce qui au passage prouve qu'il y en avait déjà de l'influence. Et de l'influence, si on peut employer un mot plus doux. On fait rien, comme ça on ne pourra pas nous accuser d'avoir fait quelque chose. Déjà que des rumeurs le pensent. En tout cas, certains de ces services, à voir lesquels ont répondre à ces consignes et lesquels ne le font pas. Encore une fois, les États-Unis, c'est complexe, il y a beaucoup de branches à cet empire. Fin mai, De Gaulle annule le Conseil des ministres et disparaît quelques heures. Les Américains l'imaginent déjà parti. Un rapport le donne démissionnaire dans les 24 heures, je ne sais pas si vous imaginez. Et il planifie déjà une victoire d'une coalition de centre-gauche dirigée par Mitterrand, une espèce de rêve éveillé pour eux. Vous savez que Mitterrand travaille pour eux, et leur agent, ils sont en mode formidable. Si le centre-gauche arrive au pouvoir, c'est merveilleux. La seule question qui les préoccupe, c'est assez étonnant de lire ça, est de savoir si la transition peut se faire sans guerre civile. Mitterrand revendique carrément le pouvoir laissé vacant.
Il y a carrément des manifestations où ils défilent en mode De Gaulle est parti, c'est moi qui devrais être à l'Élysée à sa place. Enfin, vraiment, on croit rêver. Je vous donne un conseil de lecture à travers l'œuvre de C.T. De Gaulle, d'Alain Perfit, en particulier le tome 3, partie 8, le chapitre 1, nommé Un silence effrayant, à partir des pages 1769 et suivantes. Je vous ai mis l'œuvre de Vincent Nouzil en haut à gauche. Si vous voulez, ce chapitre, vraiment je vous le conseille de le lire. Je ne vais pas le résumer ici, ça prendrait du temps dans la vidéo. Mais on y voit notamment une chose particulière, c'est qu'il fait partie des stratégies qu'a déjà mis en place De Gaulle et qu'il remet en place là tout de suite, qu'il appelle le silence effrayant. C'est-à-dire que pour mieux que tout le monde soit suspendu à vos lèvres, pour que toute l'attention se porte pour vous, paradoxalement, d'aucuns penseraient qu'il faut s'agiter, parler constamment. Vous voyez, je parle en 2021, il y en a qui s'agitent, qui parlent constamment. En tout cas, De Gaulle, quant à lui, pour pouvoir mieux concentrer l'attention sur lui, trouve qu'une excellente stratégie, c'est au contraire de faire un silence inattendu et qui va jusqu'à l'effroi. Là où on attend un pouvoir, il n'est plus du tout là, mais où est-ce qu'il est, mais pourquoi il dit rien, mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se tourne vers vous, et ça permet de faire un point d'attention qui permet un retour en force. Et c'est ce que, d'après Alain Perfit en tout cas, De Gaulle met en place ici, cette fameuse stratégie du silence effrayant. Bien prompt à oublier que De Gaulle en a vu d'autres, et qu'il est au mieux de sa forme dans les situations de crise, les services américains hallucinent littéralement lorsque la situation s'inverse. Je vous ai dit, ils sont carrément sûrs qu'il est parti. Leur dernière discussion, c'est est-ce que ça va se passer en douceur ou en force, le pouvoir de Mitterrand. Mitterrand à l'Élysée, enfin, vraiment on croit rêver. De Gaulle revient en force. Il annonce la dissolution de l'Assemblée nationale et déclenche une manifestation de soutien géante dans Paris. Son silence effrayant a vraiment fonctionné. La CIA ne comprend d'ailleurs toujours pas, alors même que tout est joué. Les chances de retour au calme sont très minces. Des affrontements sanglants sont possibles si les manifestations se poursuivent et si les ouvriers continuent d'occuper les usines. En clair, il faut s'attendre à des troubles et même éventuellement une guerre civile. Le SMIC augmente de 35% et l'État promet une réforme des universités. Les grévistes et les étudiants rentrent chez eux. Et les élections se tenant fin juin voient le parti du général triompher. Là où les Américains anticipent d'abord une défaite écrasante, puis une victoire de justesse. Et ils sont bien obligés de tenir compte de la réalité, mais ils étaient tellement à l'opposé profond de la réalité que ils font par étapes à leur niveau, quoi. Mais quand De Gaulle a déjà gagné et triomphé, ils en sont en mode mais en fait il va peut-être pas perdre, vous voyez. Donc on a toujours un retard là-dessus. Les services américains, ils ont vraiment une ou deux longueurs de retard sur l'analyse du retour triomphant de Gaulle. Il faut dire qu'en plus les mesures portées surtout sur le mai 68 ouvrier et de revendication voient un pouvoir d'achat augmenter. J'en parle pas, mais il y a l'opération essence. De Gaulle appelait ça comme ça, c'est-à-dire on donne la possibilité aux gens de partir en vacances. Donc tout ceci calme les choses, et De Gaulle donc triomphe. Une dernière planche pour vous dire que, bon évidemment c'est une immense victoire pour De Gaulle, les Américains analysent voilà, c'est ça qui est important, c'est que les Américains ils analysent les perdants de cette affaire, et dans leur mouvement général d'analyse, ils sont particulièrement durs avec le parti communiste, et je vais vous citer ça pour finir. Le grand perdant, au moins psychologique, c'est le PCF, dont le comportement prudent durant les grèves se voulait la dernière preuve de ses efforts pour devenir une force politique respectable, note le département d'État. Il doit maintenant expliquer à ses partisans sa stratégie, qui a consisté à s'abstenir de faire la révolution afin de l'emporter dans les urnes, puis à perdre également sur ce terrain. La CIA ajoute, encore plus cruel, le PCF, qui a reculé de 22 à 20% des voix en un an, a vécu les 2 mois les plus douloureux de son histoire, puisqu'il a accusé les manifestants de saboter la révolution avant, en réalité, de sauver le régime gaulliste. Voilà ce que je voulais vous dire sur, en tout cas, mon compte rendu de lecture sur cette partie sur la présidence de Gaulle durant l'affaire de mai 68. Je rappelle donc voilà, durant Dwight Eisenhower, Kennedy, problématique algérienne, terreur française, Lyndon Johnson, pardon, et
la suite la prochaine fois avec les 2 derniers chapitres, De Gaulle et son retour triomphant, puis la présidence de Nixon aux États-Unis, les secrets d'un dégel, voir comment ces 2 présidents se sont rencontrés, se sont appréciés, et enfin le chapitre 11, dans les conditions dans lesquelles De Gaulle démissionne et un immense soulagement des services américains liés à ce départ. Et évidemment, la suite de cette série, je vous l'avais dit dans une vidéo où j'annonçais la suite, ce sera des vidéos sur les présidents suivants durant la 5ème République. Je détaillerai infiniment moins ces parties-là. Je vous amènerai des documents déclassifiés les plus intéressants que je trouve dans la vision de Nouzil, et j'essaierai d'augmenter avec des lectures par ailleurs, pour que vous voyez un petit peu l'esprit des présidences de Pompidou, de Giscard, de Mitterrand, etc., de Chirac. Mais bon, il y en a beaucoup moins à dire. On verra clairement, vous avez déjà compris si vous avez écouté toute cette série, que après De Gaulle, c'est les Américains. C'est les Américains de plus en plus présents via la paralysie des pouvoirs français, via leurs astuces qu'est l'Union Européenne, qui permet de décider à notre place sous couvert d'entendre des peuples, et via tout un tas de moyens. Bref, merci à tous de m'avoir écouté jusque-là, et salut à tous.